Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Je me présente, donc je suis Anaïs, je suis chargée de communication digitale chez Welly. Donc Welly est votre partenaire santé et bien-être associé à votre mutuelle d'entreprise. Sébastien, si tu veux passer sur la prochaine slide, s'il te plaît. Merci. Donc Welly est votre partenaire santé et bien-être associé à votre mutuelle d'entreprise. Nous mettons à votre disposition des services pour la vie quotidienne et les moments difficiles. Ce webinaire vous est donc offert par Welly dans le cadre de notre offre santé et bien-être. Donc, après les webinaires de la semaine QVCT qu'on a eu le mois dernier sur l'alimentation et la santé, l'éveil musculaire, comment réussir son retour à l'emploi ou encore prévenir et gérer les conflits, on se retrouve aujourd'hui pour le webinaire consacré au thème du sommeil en période de forte chaleur. La chaleur peut perturber votre sommeil et affecter votre énergie et votre concentration. Ce webinaire vous propose des conseils pratiques pour mieux dormir en été, instaurer des routines efficaces et préserver votre bien-être au quotidien. Donc un moment pour apprendre à passer des nuits réparatrices et profiter pleinement de la saison. Donc quelques points pratiques sur le fonctionnement de GoToWebinar avant de vous laisser. Donc Sébastien, encore une fois, la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, vous pourrez échanger avec Sébastien tout au long du webinaire via l'onglet questions qui se trouve en haut à droite de votre écran. Donc, c'est le petit carré avec le point d'interrogation à la fin. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions directement via ce bouton. Elles resteront anonymes entre vous. Seul Sébastien et moi-même pourront les voir. Donc, je précise juste que les questions, du coup, Sébastien pourrait y répondre à la fin. Donc, la présentation se fera tout le long du webinaire et à la fin, Sébastien prendra un moment pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Et juste avant de vous laisser, de laisser la parole à Sébastien, je vous rappelle que le replay sera disponible dès demain sur notre chaîne YouTube. Vous allez recevoir un mail avec le lien du replay. Et c'était tout pour moi. Et je vous souhaite un très bon webinaire. Eh ben, parfait. Donc, c'est à mon tour. Oui. Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc, effectivement, là, je vais m'appuyer sur un support qui vous sera laissé aussi. Pas seulement l'enregistrement, mais aussi le support. Ce qui me permet, je vous le dis tout de suite, de pouvoir m'en dégager un peu parce qu'il y a beaucoup d'écriture, il est très lourd. Et pour l'aérer un peu, moi, je vais surtout vous proposer des conseils pratiques plutôt que de vous lire les slides, ce sera un petit peu moins intéressant. Peut-être même aussi, à un ou 2 moments, des petites pratiques aussi, respiratoires ou, voilà. Donc pour ceux qui sont dans un environnement qui le permet et ceux qui le veulent, hein, bien évidemment. Après tout ça, c'est comme le bon vin, j'ai envie de dire. On sait que le vin, il est bon parce qu'on l'a goûté. Et ben là, c'est pareil. Goûter, expérimenter, tester. Et puis, on s'en fait un petit bilan à la fin. Et comme ça vous l'a été dit, on gardera tout le temps qu'il faut. Et si c'est 20-30 minutes de questions, et ben on gardera 20-30 minutes de questions. Je sais qu'en général, le sommeil touche tout le monde. Ça, en général, soulève beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le sommeil. Et donc, l'idée de cette heure qu'on va passer ensemble, c'est d'essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. On va faire un lien évidemment avec la période estivale, bien évidemment. Mon webinaire n'aura pas pour vocation de faire baisser de 10 degrés la température dans vos appartements et vos maisons, malheureusement, mais peut-être d'essayer de réfléchir à, OK, j'ai compris comment le sommeil fonctionnait, quel impact la température ou, parce qu'il n'y a pas que la température, il y a aussi le problème de luminosité l'été qui peut perturber la façon de dormir. Ben voilà, ça permet probablement d'accepter un peu plus facilement des changements de comportement qui pourraient faire qu'il y a une perturbation de notre qualité de récupération de sommeil, mais aussi de la quantité. On en parle plus tard. Juste avant qu'on démarre avec un petit quiz rapide, je vais vous proposer simplement de me présenter, mais je vais aller très vite. Je m'appelle Sébastien. Comme c'était marqué dans la slide de présentation, je suis un ancien militaire puisque j'ai fait 23 ans dans l'armée de l'air. Et mon travail dans l'armée de l'air, alors j'étais moniteur de sport, mais je m'occupais spécifiquement de la préparation mentale des pilotes, contrôleurs aériens, forces spéciales. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, y compris des sous-mariniers aussi, puisque j'ai fait 11 ans dans la marine nationale. C'est un sujet, hein, le sommeil chez les sous-mariniers, mais vous pouvez vous en douter par non-exposition à la lumière, mais ça, vous comprendrez un petit peu plus tard. Et mon boulot, c'était par exemple de considérer un pilote aujourd'hui comme n'étant pas tout à fait le même pilote que la veille, si entre-temps il n'a pas dormi de la nuit. On sera OK avec ça, j'imagine. Altération de sa prise de décision,
de sa capacité cognitive globale, c'est-à-dire de maintien de l'attention, de la concentration, des réflexes, de la capacité d'application des procédures, mais également de la capacité à communiquer. Tout le monde aura déjà remarqué que quand on est fatigué, il y a une exacerbation de nos états émotionnels avec les larmes qui viennent plus vite, moins de patience, moins de tolérance, et donc effectivement, globalement, une altération de notre capacité à travailler ensemble. Alors pour le pilote, c'est un vrai problème quand il manque de capacité de communication avec la tour de contrôle, par exemple. Eh ben, on va essayer de réfléchir un petit peu à tout ça. On va faire un lien particulier sur le sommeil. Et donc, je vais vous inviter, en fonction de ce que je vais vous raconter, à piocher des éléments qui pourraient vous être utiles pour l'installer dans vos routines à vous en fonction de, un, ce que vous avez envie de mettre en place. Et il ne s'agira évidemment pas de tout mettre en place dans ce que je vais vous raconter maintenant, de ce que vous avez envie de mettre en place, mais ce qui est aussi possible de mettre en place en fonction de vos impératifs de vie, de vos contextes familiaux, environnementaux, etc. Voilà un petit peu pour la présentation. Et pour qu'on continue sur la présentation sommeil, je vais vous poser 3 petites questions et c'est parti pour la première. On va tester un peu votre niveau de culture générale. Vous inquiétez pas, c'est facile. Alors, on va commencer avec celle-là. Combien de temps en moyenne, d'après vous, un adulte devrait dormir par nuit pour maintenir une bonne santé? A, B ou C, c'est-à-dire 6 à 7, 7 à 9 ou 10 à 12. Je vous laisse réfléchir un petit peu à ça. Nous avons une forte tendance de 7 à 9 heures. On a Bravo. 85% de réponses sur le 7 à 9 heures. OK. Eh ben, c'est plutôt une bonne réponse. Et là, il y a un vrai mais. Vous voyez, il y a un cadre vert en dessous, c'est marqué les recommandations générales pour les adultes sont de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Sauf que, et ça, c'est très important pour moi de mettre un gros bémol là-dessus. Nous sommes tous différents. 5% de la population a besoin génétiquement, biologiquement parlant, de plus de 9 heures de sommeil. On appelle ça des longs dormeurs. 5% de la population. De même, 5% de la population a besoin de moins de 6h30. Donc la phrase il faut dormir 8 heures par jour ne convient absolument pas pour les petits dormeurs, qu'on appelle aussi des courts dormeurs. Et ça tord le cou à quand même pas mal d'idées préconçues. Nous ne sommes pas tous les mêmes. En période estivale, un court dormeur est beaucoup moins impacté qu'un long dormeur. Parce que même s'il dort que 6 heures, il aura évidemment beaucoup moins de dégradation de ses capacités métaboliques, physiologiques, psychiques, qu'un long dormeur qui malheureusement a une qualité de sommeil et une durée de sommeil qui va être altérée par le trop de luminosité ou les fortes chaleurs. Lui, par contre, il va avoir de gros problèmes. Donc, nous ne sommes pas tous pareils. Et ça, c'est vraiment très important de le noter. Attention, il y en a beaucoup parmi nous, et je vais vous dire parmi vous, parce que je ne crois pas que je sois un court dormeur personnellement, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont petits dormeurs et qui fonctionnent comme ça, alors qu'en vérité, ils ne le sont pas. Comment est-ce que je peux faire pour savoir si je suis un petit dormeur, un gros dormeur? Voyons comment on dort quand on est en vacances. Si de manière très naturelle, en vacances, vous dormez 8 heures, 7 heures, 8 heures par exemple, alors que quand vous êtes au boulot, vous dormez que 6 heures, c'est que vous n'êtes clairement pas un petit dormeur. Parce qu'un vrai petit dormeur, même quand il n'y a pas de sollicitation professionnelle, il va continuer à dormir ses 6 heures. Donc là, c'est déjà un point qui me semble très important. Donc effectivement, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme étant des petits dormeurs, mais en réalité, qui ne le sont pas. Deuxième question, quelle hormone est principalement responsable de la régulation du cycle veille-sommeil? C'est plutôt facile, ça. Je précise que celui qui a une bonne réponse à toutes les questions ne gagne pas de Mars. Voilà, comme ça, c'est dit. Alors, nous avons Alors, 90% sur la mélatonine. D'accord, plutôt pas mal ça. Mélatonine Ouais. qui va être une hormone qui va être sécrétée par une petite glande qui est située à l'arrière du cerveau, qu'on appelle la glande pinéale, qui effectivement est une hormone qui joue un rôle de chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'elle va circuler dans le corps et particulièrement la nuit, et ça va être à noter, la mélatonine, elle est produite à partir du moment où le cerveau capte qu'il y a une baisse de la luminosité. La mélatonine va être véhiculée particulièrement à la nuit et être chargée de dire au corps, aux cellules, aux organes quelle heure il est. Et donc à quelle heure ils doivent fonctionner, parce que tous les organes ne fonctionnent pas à la même heure. Autrement dit, la mélatonine, c'est un espèce de chef d'orchestre qui est là pour essayer de faire en sorte que le corps joue une partition plutôt harmonieuse.
La mélatonine est produite par la glande pinéale, qui elle-même est en lien par notre horloge biologique interne. Et notre horloge biologique interne, alors c'est deux espèces de grains de riz, hein, ça ressemble à ça. L'horloge biologique, c'est tout petit, ça ressemble vraiment à des grains de riz situés dans des couches de cerveau assez profondes, qu'on appelle l'hypothalamus, hein, c'est situé sous l'hypothalamus. Et ces fameux grains de riz sont situés sur le trajet du nerf optique. On va donc largement en conclure que l'horloge biologique et donc le fonctionnement de la glande pinéale et production de la mélatonine va être très fortement influencé par l'exposition à la lumière. Et on se doute qu'en période estivale, eh ben on est exposé à la lumière plus tôt qu'en hiver, et on est exposé à la lumière, et ça va être un peu plus important, plus tard qu'en hiver. Peut-être qu'il semblerait que ce soit plutôt intéressant de s'exposer à la lumière du jour le plus vite possible le matin. Dès que vous vous réveillez, ouvrez vos volets le plus vite possible, de façon à indiquer au cerveau qu'il fait jour. Par contre, le soir, si vous traînez un peu dehors, n'ayez aucun problème à garder vos lunettes de soleil le plus tard possible, de façon à ce que ça calme un peu l'activité électrique du cerveau et que ça indique un peu au cerveau que il est temps de commencer à produire de la mélatonine. Moi, j'habite dans l'Ouest, j'habite à Rochefort, hein, juste à côté de La Rochelle, donc on a effectivement le soleil qui se couche tard par rapport à ceux qui habitent dans l'Est. Et effectivement, c'est un problème parce qu'on va être exposé à la lumière du jour beaucoup plus tard. Et donc, quand je traîne un peu le soir, bah, effectivement, j'ai pas trop de problème à garder mes lunettes de soleil, hein, assez longtemps, de façon à ce que le cerveau capte que ça y est, il est temps de commencer à produire de la mélatonine et donc assurer cette fonction de régulation veille-sommeil. Troisième, quel est le pourcentage de la population mondiale qui souffre de troubles de sommeil chronique? Petite question de culture générale. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Alors, là, 10, 20, 40%. la réponse prédominante, c'est 30%. Mais 20% est juste derrière. Alors, il n'y a pas 30%, donc c'est pas possible. Vous m'avez inventé une réponse. 10, 20 ou 40? Ah, donc ça doit être 40%, oui. Ah oui, ça doit être ça. Eh bien, la Ouais. bonne réponse, c'était 20. Ce qui est quand même déjà énorme, hein, parce que qui dit trouble de sommeil chronique, qu'on s'entende bien, dit fatigue chronique. Quand vous êtes fatigué, là, par exemple, je sais pas, vous avez passé une mauvaise nuit, ou vous êtes malade, ou un de vos enfants a été malade, ou vous avez quelques soucis que ce soit, on va ressentir de la fatigue. La fatigue, ça se traduit par une sensation d'affaiblissement, de lassitude, hein, globalement, physique et psychique d'ailleurs. Normalement, la fatigue, si je prends une période de repos, par exemple de sommeil, mais ça peut être une période de repos, partir en vacances ou quoi que ce soit, quand je prends une période de repos, la fatigue normalement disparaît. Ce qui va poser problème, c'est quand, malgré la prise de repos, je continue d'être fatigué. Et là, on va parler de fatigue chronique. La fatigue chronique est le principal problème à la base de l'aggravation de la santé physique et mentale. Donc, il sera quand même à noter, en effet, qui dit trouble de sommeil chronique dit évidemment fatigue chronique, et c'est ça qui pose problème. Donc, surtout, dès que vous le pouvez, dès que vous ressentez un coup de fatigue, sieste, grasse matinée, enfin bref, vous faites ce que vous pouvez, mais il faut gommer nos sensations de fatigue à partir du moment où elles apparaissent et éviter de les laisser s'accumuler, c'est-à-dire éviter de laisser s'installer de la fatigue chronique en s'occupant de nos états de fatigue aiguë. Eh ben, on va parler un petit peu de tout ça. Je vous donne évidemment quelques tips au fur et à mesure. On va parler un petit peu de l'importance du sommeil pour le bien-être et la performance, mais ce qui semble un petit peu logique, hein. Le sommeil, ça correspond à une baisse de l'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil. Très simple, caractérisée par une perte de la vigilance, une diminution du tonus musculaire, conservation partielle de la perception sensitive. Je vais rajouter un petit truc là-dessus. On dort en moyenne, disons 7h30 par nuit, ça va être la moyenne, mais ces 7h30, on les dort par cycle. On les dort jamais d'un seul coup. En moyenne, entre 4 et 6 cycles d'à peu près 1h30 chacun. Disons, pour faire une moyenne, 5 cycles de sommeil par nuit d'à peu près 90 minutes chacun. Chacun de ces cycles est composé de deux types de sommeil. Une période de sommeil qu'on appelle de sommeil lent, avec une espèce de variateur d'intensité pour rentrer dans le sommeil lent, hein. D'abord, ça va être du sommeil lent léger. Ça, à côté de mon oreille, ça suffira pour me faire réveiller. Une période de sommeil lent profond, ça suffira pas.
hein. Là, on va vraiment dormir profondément en étant quasiment coupé de toutes les formes de perception sensitive. Puis on va terminer par une période de sommeil paradoxal. À la fin, ça va représenter 90 minutes. À la fin de mes 90 minutes, mon cerveau va redevenir actif. Il va redevenir actif, donc perméable d'une certaine manière aux afférences sensorielles. Si je dors en sommeil profond et que j'ai mon chat entre les jambes, je ne vais pas sentir que j'ai le chat entre les jambes. Si j'ai une douleur à l'épaule, en vérité, mon cerveau ne capte pas la douleur. S'il fait chaud, mon cerveau ne va pas capter qu'il fait chaud. Par contre, en sortie de cycle, toutes les 90 minutes, je suis susceptible de me faire réveiller par les stimulations présentes dans la pièce ou des stimulations internes, type douleur, et c'est ça qui va faire qu'il est possible qu'on se réveille plusieurs fois par nuit. Vous comprenez donc que pour éviter des réveils multiples la nuit, il faut donc essayer de prendre chaque petit train à chaque fois qu'il passe sans en sortir. Autrement dit, limiter les perturbations dans la pièce. Alors évidemment, si j'ai une douleur, ce sera difficile de l'éviter. Mais par contre, si vous avez des notifications sur votre téléphone qui apparaissent, quand on est en état de sommeil profond, la notification, on ne va pas la capter. Quand par contre on est en sortie de cycle, et cette période peut durer, cette période qu'on appelle de latence peut durer peut-être 1, 2, 3, 4, 5 minutes, cette sortie de cycle, elle risque d'être profondément marquée à partir du moment où effectivement je reçois une notification, à partir du moment où il y a trop de lumière dans la chambre, y compris les petites lumières de mes veilleuses. C'est pas la peine, aucune lumière dans la chambre. Rien, que dalle. Donc, il s'agira effectivement de contrôler un petit peu ça. Et en période estivale, c'est ce qui pose un peu problème, c'est qu'effectivement, toutes les 90 minutes en moyenne, s'il fait très, très, très chaud dans ma chambre, je risque en effet de me réveiller toutes les 90 minutes avec un vrai problème, c'est que si le stress est trop important, je risque de ne pas pouvoir re-rentrer dans le train d'après. Et c'est ce qu'on va appeler les insomnies, où du coup, pendant 1 heure et demie supplémentaire, je me trouve à me retourner dans mon lit. Donc sachez que les réveils multiples la nuit sont normaux à partir du moment où il y a des perturbations malheureusement dans la pièce ou des perturbations internes type douleur. Quelques chiffres, je voudrais juste qu'on s'attarde sur celui du milieu, 48%. 48% des individus déclarent avoir des problèmes de sommeil dus au stress. Alors c'est un serpent qui se mord la queue, hein, qui de la poule et de l'œuf entre le stress et le sommeil. Tout le monde sait que quand on est stressé, on dort moins bien. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, plus je suis fatigué, moins je suis capable de prise de recul, donc de raisonnement, donc de capacité à rationaliser les états de stress et donc avec une exacerbation des émotions globalement. Donc en vérité, c'est un vrai serpent qui se mord la queue. Aujourd'hui, on a une tendance à penser que la priorité, c'est déjà de s'occuper du sommeil. Donc ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui, vous voyez. D'ailleurs, quand vous allez consulter en psychiatrie, si toutefois vous vous sentez pas bien, etc., une des premières questions qu'on va vous poser, c'est comment vous dormez. Alors, le sommeil suit un rythme qu'on appelle circadien, c'est-à-dire circa en grec, ça veut dire autour, circadien autour d'un jour, hein, c'est-à-dire que c'est un rythme biologique qui est calé sur une période de 24 heures, dû notamment à l'horloge interne dont je vous parlais tout à l'heure. Le sommeil n'est absolument pas le seul cycle chronobiologique circadien, il y en a plein d'autres et je vous en ai mis quelques-uns ici. La température du corps n'est absolument pas linéaire, et ça sera très important, on le verra tout à l'heure. On va avoir un pic haut de température corporelle aux alentours de 18-19 heures, 37 degrés 5 à peu près, et un creux de température corporelle aux alentours de 4-5 heures du matin, hein, à peu près 36 degrés 5, hein, à peu près. Donc il y a 1 degré d'écart. Vous pouvez noter que, et ça va être très important, qu'à chaque fois que le corps chute en température, c'est une manière pour lui d'accéder facilement au sommeil. Et c'est un vrai problème en période estivale, vous vous en doutez, c'est le maintien d'une température corporelle élevée qui va faire que le sommeil va être difficile à trouver ou de mauvaise qualité. Donc il faut aider le corps et notre horloge biologique à accéder à une température un petit peu plus basse. Et pour ça, on va essayer de réfléchir ensemble à une série d'astuces qui ne sont absolument pas magiques, hein, je vous le dis, mais essayer de réfléchir un peu ensemble à comment est-ce que je peux aider mon corps à chuter en température. On en parlera plus tard. C'est le problème global du sommeil en période estivale. Pour moi, j'en vois deux, c'est la température et l'excès de luminosité. La qualité, parce que oui, effectivement, il y a une quantité, ça c'est un paramètre essentiel, c'est marqué ici, mais la qualité est évidemment un facteur prépondérant, et qualité et quantité de sommeil, ce sont deux choses qui sont complètement différentes.
On va parler de qualité de sommeil déjà de par la latence à l'endormissement. Je vous ai dit que nous dormons par cycle de sommeil d'à peu près 90 minutes. Quand on rentre dans un cycle, on a des marqueurs physiques d'entrer dans un cycle. Ces marqueurs-là, tout le monde les connaît. Des bâillements, picotement des yeux qui se ferment, sensation de refroidissement corporel, vous savez, le petit frisson qui traverse le corps. Ça peut être également sensation d'inconfort dans le siège dans lequel on est installé. Ça peut être également le raidissement de la nuque, besoin de se masser un peu la nuque. Tout ça sont des signes physiques qu'on est en train de rentrer dans un train. Ce train arrive par récurrence toutes les 90 minutes, de jour comme de nuit. Il est possible en ce moment qu'il y en ait qui soient dans une entrée de train. Vous imaginez que le soir, quand vous êtes devant la télé ou en train de faire quoi que ce soit d'autre et que vous avez ce train qui arrive, le prochain n'arrivera que 90 minutes plus tard. Donc il s'agira donc d'écouter ces signaux-là pour aller au lit, non pas parce que c'est l'heure, mais parce que c'est mon heure. Et mon heure, elle nous est définie par l'ensemble de ces signaux physiques qui arrivent en moyenne toutes les 90 minutes. Donc effectivement, le problème de la latence à l'endormissement, c'est souvent que je me couche, mais pas à la bonne heure. Donc il s'agira donc de se coucher quand on en ressent le besoin. On va voir également le problème des interruptions, mais ça, je vous en ai déjà parlé, qui indique un petit peu la qualité de notre sommeil. Pour éviter les interruptions, limitons les afférences sensorielles. Le stress peut être aussi effectivement un facteur d'interruption, puisque je vous ai parlé de stimulation externe, mais il peut y avoir aussi des stimulations internes. Je vous ai évoqué la douleur, mais on peut évoquer également le stress, les émotions. En fin de présentation, je vous proposerai un petit exercice qui va avoir plein d'intérêts. Un, aider le corps à chuter en température, et deux, faire de la focalisation d'attention de façon à essayer tout simplement de limiter les ruminations, la charge mentale qui pourrait être à l'origine d'interruptions de sommeil. Et puis, ce qui va être un petit peu l'indice de notre qualité de sommeil, c'est notre vitalité au cours de la journée, tout simplement. Si je n'ai pas nécessairement de baisse de niveau d'énergie dans la journée, c'est que mon sommeil est plutôt qualitatif et ça ira plutôt bien. C'est comme ça la plupart du temps qu'on va déceler les problèmes d'apnée du sommeil. Ça va être le niveau de vitalité en journée. Je continue. Petite question dans laquelle vous pouvez répondre dans la ligne de chat. D'après vous, quels sont les bénéfices d'un sommeil de qualité pour la santé mentale et physique, les deux? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Tout un tas, évidemment, de bénéfices. Liste non exhaustive. Ils sont notés dans des gros tableaux ici. Je vous ai dit, c'est plutôt de la connaissance de la culture générale. Mais sachez, vous aurez le temps de revenir sur ces diapos-là plus tard, qu'effectivement, il y a énormément d'impact sur notre santé physique. C'est notre allié santé physique et mentale, le sommeil. Et je trouve ça assez effarant, mais ça, c'est plutôt mon avis personnel, qu'en 2026, on nous bassine avec il faut manger 5 fruits et légumes par jour, donc des injonctions dans tous les sens, mais par contre, on n'a absolument aucune donnée publique sur le sommeil, pensez à vous coucher, etc., etc., etc. Ça, par contre, ça, on n'a pas ça. Donc, ça relève plutôt de notre responsabilité individuelle, de comprendre que le besoin de sommeil, c'est à peu près un tiers de notre vie. Un tiers de notre vie, on le passe à dormir. Et à la maison, des fois, on a des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont des télés à 1000, 1500 euros, mais qui dorment sur des matelas à 100 euros. Moi, je dis, et c'est mon avis personnel, désolé, je suis un peu dogmatique à ce niveau-là, que s'il y a bien un poste d'investissement à la maison, un poste, c'est le matelas. Ou dans tous les cas, ma literie. Parce que je vais passer un tiers de ma vie dessus quand même. Et donc, il faut le noter. Impact sur la santé physique, impact sur la santé mentale, je vous l'ai dit, exacerbation des états émotionnels d'une manière globale. Évidemment, problème de risque d'hypovigilance et de somnolence qui vont impacter l'augmentation du risque d'erreur et d'accident. Vous savez en secteur industriel que 80% des accidents sont d'origine humaine. Je pense que les accidents en secteur industriel d'origine humaine sont essentiellement dus aux états de fatigue, aux pertes de concentration, de lucidité, aux oublis, aux erreurs, qui sont, à mon avis, globalement dus à des états de fatigue chroniques ou, dans tous les cas, à des épisodes d'hypovigilance qui sont mal gérés. On découvre ensemble les besoins individuels de sommeil parce que sachez qu'on n'est pas tous les mêmes, et en quantité, on l'a dit, mais également en termes de placement en heures. Et ça va être très important de le noter. Le chronotype, c'est quoi? C'est le fait de se dire que dans notre cerveau, nous avons donc un programmateur interne, l'horloge biologique, mais que cette horloge
n'est absolument pas programmé pour tout le monde à la même heure. Il y a des facteurs extrêmement individuels. Bon nombre parmi vous ont une horloge biologique qui est en avance. On l'appelle en avance de phase. Autrement dit, elle va produire des hormones qui favorisent le réveil plus tôt que les autres, et elle va produire des hormones qui favorisent le coucher plus tôt que les autres. On appelle ça donc des couche-tôt, lève-tôt, donc des profils matinaux. Ça, c'est pour le matinal, et puis on a l'inverse, et bon nombre parmi vous le sont aussi, des profils qui sont en retard de phase, c'est-à-dire des horloges biologiques qui fonctionnent complètement en retard, avec des hormones qui sont produites plus tard que la moyenne, qui vont donc produire un besoin d'endormissement plus tard, mais aussi un besoin de réveil plus tard. On appelle ça, c'est l'inverse de matinal, des vespéros. Un chronotype vespéral, c'est un couche-tard, lève-tard. Alors, je vous le donne en mille, pour ceux qui ont des enfants à la maison, jusqu'à peut-être 13, 14 ans, 15 ans, évidemment ça va dépendre, il y a des facteurs individuels, un enfant est matinal. Et en plus, c'est gros dormeur, normalement. Par contre, l'adolescent a un bouleversement de son appareil neurologique et l'adolescent va progressivement se transformer en horloge biologique en retard de phase. L'adolescent est vespéral. Et il ne s'agit pas du tout de dire qu'il dort tard par fainéantise, qu'il se réveille le week-end plus tard par fainéantise, mais tout simplement parce que neurologiquement, un vespéral fonctionne comme ça. C'est normal. Le vespéral a un gros avantage par rapport au matinal. C'est que le vespéral, le week-end, il y a un truc qui peut faire qui est plutôt sympa, c'est la grasse matinée. Autrement dit, s'il traîne des dettes de sommeil, un de ses moyens pour compenser, ça va être de dormir plus tard, puisque lui peut le faire. Le matinal, et ceux qui sont matinaux parmi vous, à mon avis, peuvent le confirmer, il aura du mal, le matinal, à faire la grasse matinée. Il va pouvoir peut-être compenser soit en se couchant plus tôt. Ah, problème, l'été. Comment un matinal peut faire pour se coucher plus tôt alors que le soleil est en train de lui dire que c'est pas l'heure? Donc en général, les matinaux sont un petit peu plus impactés par la période estivale parce que effectivement, il y a le souci du soleil qui se couche plus tard. Le vespéral, lui, il peut se coucher plus tard, il va suivre le rythme du soleil, moins un problème. Une fois qu'il est dans son lit, bon, en général, s'il dort avec des fenêtres bien opaques, et ça, c'est évidemment, vous imaginez bien que ça va être très important d'avoir des volets bien fermés, etc., etc. Il y a donc moins de sollicitation de la lumière du soleil. Donc ça, c'est un problème pour les matinaux. Donc, je le disais tout à l'heure, lunettes de soleil, les matinaux, allez-y, hein, mettez des lunettes de soleil jusqu'à tard le soir, hein, dans tous les cas jusqu'à 18, 19, 20 heures. Si vous traînez dehors, n'hésitez pas. Le vespéral, lui, à la limite, c'est un petit peu moins un problème. Donc, si vous vous posez la question, si vous êtes plutôt matinal ou vespéral, je vais vous laisser répondre à 5 questions. Elles sont très simples. Vous notez A, B ou C sur une feuille ou dans votre tête, hein, et puis vous vous classez un peu comme ça. Si vous voulez participer dans la ligne de chat, vous n'hésitez pas. Mais c'est un test qui est plutôt individuel. Première question, si vous êtes en congé et sans contrainte horaire, à quelle heure vous vous réveillez naturellement? Est-ce que c'est avant 7 heures, entre 7h30 et 9 heures, ou après 9 heures? Vous mettez votre petite lettre. Deuxième question, à quel moment de la journée vous sentez-vous le plus productif et concentré? Est-ce que c'est plutôt tôt le matin, en fin de matinée, début d'après-midi, ou fin de journée ou soirée? A, B ou C? Là, on est plutôt sur l'aspect cognitif, là. Lorsque vous devez vous lever à 6 heures un jour de semaine, est-ce que vous vous sentez parfaitement opérationnel après quelques minutes, un peu lent au démarrage mais on s'active rapidement, ou très fatigué, on a du mal à émerger pendant longtemps? Ça me fait penser qu'il faut que je vous dise quelque chose d'autre par rapport à ça. Je le note dans ma tête. Quatrième question, à quelle heure vous sentez-vous naturellement fatigué le soir? Est-ce que c'est plutôt avant 22 heures, entre 22 heures et minuit ou après minuit? Et puis la dernière, si vous deviez planifier une tâche importante, concentration, décision, présentation, quel créneau vous conviendrait le mieux? Pas par habitude, hein, mais plutôt par sensation de performance. Alors, je pense que vous avez rapidement compris que la majorité de A sont des chronotypes, enfin ceux qui ont répondu une majorité de A étaient plutôt des matinaux. La majorité de B sont des chronotypes plutôt intermédiaires qu'on appelle des profils chronotypologiques neutres.
Et puis, si vous avez une majorité de C, vous êtes plutôt des vespéros. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de le savoir. En termes de récupération, vous savez que les matinaux, vous aurez du mal à faire la grasse matinée. Les vespéros, vous pouvez très largement vous y atteler à la grasse matinée. Hein, ça va être intéressant. En sachant quand même un truc, c'est que la grasse matinée, attention, si vous la pratiquez beaucoup, vous risquez d'habituer votre cerveau finalement à rentrer dans ce profil-là et ce sera d'autant plus difficile de retourner au boulot quand vous serez en fin de période de vacances. Donc, il risque d'y avoir une accoutumance à finalement suivre un petit peu son chronotype régulier et ce sera d'autant plus compliqué de revenir dans un cycle normal. Mais sachez que pour un vespéral, se coucher tard et se lever tard, c'est normal. Donc, autant respecter finalement c'est sa nature d'une certaine manière quand on peut le faire. Et évidemment, un vespéral, lui, quand il doit bosser le matin et se lever à 6 heures, pour lui, ça va être un souci. Je précise quand même, parce que ça va être important, que le vespéral, il prend des risques au volant sur le trajet domicile-travail. C'est à ce moment-là, lui, qui a le plus de risques d'accident pour lui. Alors qu'un matinal, il prend plutôt des risques au volant sur un trajet travail-domicile quand il rentre le soir, puisque la journée, elle commence à être un petit peu longue pour lui. Donc peut-être qu'il y a plusieurs chronotypes, peut-être, on réfléchit un peu à ça en termes anthropologiques, parce que ça nous arrangerait bien, ça nous arrangeait bien à l'époque que finalement on assure des rondes, pas tous en même temps. Hein. Donc effectivement, ça nous permettrait quelque part un petit peu d'être dans une tribu, et d'être un petit peu tous représentés. Et finalement, dans notre société moderne, au travail particulièrement, c'est plutôt pas mal qu'il y ait des matinaux qui puissent être performants tôt le matin, et puis qu'il y ait des vespéros qui puissent être performants plutôt en fin d'après-midi. Comme ça, au moins, tout le monde est gagnant. En tout cas, l'entreprise est gagnante. Et ça, c'est déjà pas mal. Donc, vous avez quelques petits conseils ici pour les lève-tôt, qui ont un pic de performance évidemment le matin. Hein, vous pouvez évidemment planifier vos tâches complexes le matin. Et puis, pour le sommeil, on évite les siestes trop longues. On va s'exposer à la lumière du soir. Attention, pas l'été, ça je vous l'ai dit, si vous ne souhaitez pas vous coucher trop tôt. Mais attention à la période estivale. Pour plutôt le tardif, hein, le vespéral, effectivement, vous pouvez plutôt planifier vos tâches complexes l'après-midi ou le soir, vous l'avez compris. Et puis éviter les écrans tard le soir, privilégier la pénombre, faciliter l'endormissement du soir, évidemment. Et puis, il y a le chronotype intermédiaire, hein, et c'est très largement la majeure partie de la population, hein, où on va simplement essayer de tenir un horaire le plus souvent possible. Alors, je vous avais dit qu'il fallait que je vous rajoute un petit conseil. Ça va être important, un petit conseil sommeil très simple. Je vous ai dit qu'on fonctionnait par cycle de sommeil d'à peu près 90 minutes et que toutes les 90 minutes, on avait donc une possibilité de réveil naturel la nuit, mais le matin aussi. Vous remarquerez demain matin, si par hasard vous avez un réveil vers 6 heures du matin, c'est qu'un exemple, peut-être parce que le soleil traverse les volets ou quoi que ce soit, si on capte la lumière à travers les volets, c'est qu'on est en train de sortir d'un cycle. Quand on est en plein milieu d'un cycle de sommeil lent profond, je rappelle, on ne peut pas capter la lumière qui filtre à travers les volets. Quand on est en période de demi-éveil, le cerveau redevient stimulable. 6 heures du matin, c'est qu'un exemple, imaginez demain matin, vous vous réveillez naturellement. Vous regardez votre réveil. Ah, chouette, il est programmé à 6h30. La plupart du temps, quasiment 100% des gens, qu'est-ce qu'on fait? On a une demi-heure à gratter, on se réendort. Problème, c'est que du coup, on retombe dans un cycle de sommeil qui peut être profond. Et là, le réveil sonne. Vous avez noté à quel point là, le réveil est mauvais? Donc moi, je vous donne un petit conseil. Le soir, vous ne vous couchez pas parce que c'est l'heure, mais parce que c'est votre heure. Soyez attentif aux signaux d'endormissement. Le matin, si possible, profitez des réveils naturels. Comme ça, vous gagnerez en efficacité et en rapidité d'exécution pour le matin. Vous éviterez de vous réveiller avec une mauvaise humeur, etc. Si vous ne pouvez pas passer au moins la moitié du cycle d'après, c'est pas la peine de se rendormir. Moi, j'ai l'habitude de dire, si c'est que pour une demi-heure, ne nous rendormons pas, levons-nous. Si par contre je peux passer évidemment 45 minutes, une heure, là, allons-y, hein, mais en prenant le risque malgré tout que le réveil sonne au milieu d'un cycle. Donc attention à ça. Alors pour déterminer la quantité de sommeil idéal, effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, on regarde un petit peu pendant les vacances comment on fonctionne, hein, tout simplement. On calcule nos heures de coucher, de lever.
La plupart du temps, les premiers jours de vacances, on a une tendance à gommer nos dettes de sommeil et puis petit à petit, on va avoir un sommeil qui va se stabiliser. C'est la quantité de sommeil idéale et donc on calcule comme ça notre besoin de sommeil. Quand on travaille, on ne peut pas être dans une période propice au calcul de notre réel besoin. C'est pas possible. Alors on réfléchit un peu à ça. Quels sont les signaux, petits ou grands, qui montrent que notre corps réclame du sommeil? Lesquels sont les plus critiques ou les plus visibles? On réfléchit un petit peu à ça. Je vous laisse quelques instants. Globalement, ça va être nos signaux de fatigue, mais je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, on a parlé un petit peu des signes physiques d'une dette de sommeil. On parle de la fatigue, évidemment, qui va être cette sensation d'affaiblissement, la lourdeur des paupières, les bâillements, raideur musculaire, on en a un petit peu parlé. Ça peut être aussi évidemment des troubles cognitifs avec difficulté de concentration, un ralentissement du traitement de l'information, évidemment. Des signes émotionnels, je vous l'ai dit, avec une exacerbation de nos états émotionnels d'une manière globale. On est moins patient, moins tolérant. Et puis, du coup, il va y avoir effectivement une altération de nos comportements. Vous voyez, besoin accru de café ou de sucre, parce que plus je suis fatigué, effectivement, plus mon corps m'attire vers les aliments gras ou sucrés. Et donc, en effet, parce qu'ils sont chargés en énergie, ce qui est un peu logique. Et donc, on a une tendance à penser que la dette de sommeil serait à l'origine d'à peu près 10% des facteurs d'obésité dans le monde. Et donc, c'est quand même plutôt important. Donc, effectivement, trouble du comportement aussi. Alors évidemment, comme besoin accru de café, je vous le donne en mille, le café, on va trouver des traces de caféine active jusqu'à 8 à 10 heures après ingestion. Donc attention au trop-plein de café. Si vous buvez encore un café vers 16, 17, 18 heures, il est largement possible qu'à 22 ou 23 heures, malheureusement, il fasse encore effet. Et donc, bien évidemment, qu'on risque d'avoir une altération de la capacité à s'endormir. Attention également aux aliments qui vont être chargés en énergie. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. En période estivale, on a un petit peu le problème des apéros. En effet, des apéros en plus qui traînent un peu, avec la consommation d'alcool qui est très clairement un moyen pour le corps de se réchauffer. Donc attention à ça. Quand on boit de l'alcool, on va limiter la capacité de chute en température du corps. Donc ça, c'est un souci. Et puis, ça va être aussi un peu la période des barbecues, concrètement, où on va manger un peu plus de protéines animales. Et quand on mange de la protéine animale, c'est un peu plus difficile à digérer. Donc ça va augmenter, évidemment, pendant le temps de digestion, la production de chaleur et donc limiter la capacité du corps à chuter en température. Donc attention à ça. Je vous l'ai dit, on réfléchit ensemble à tous les moyens possibles pour aider le corps à chuter en température malgré la présence de la chaleur de l'été. Donc attention à ça, limiter la charge en protéines. Ah, l'été, c'est aussi la période des salades. Voilà, là on peut y aller. Si vous voulez faire des barbecues, à la limite, c'est à midi. Le soir, il vaut mieux, mais évidemment, chacun fait comme il veut et comme il peut surtout. Mais le soir, c'est plutôt pas mal de manger les aliments chargés en eau. Et c'est là où il faut manger au contraire des crudités, des fruits, de la pastèque, tout ce que vous voulez, qui sera facile à digérer et qui aidera le corps à chuter en température d'autant plus. Là, j'ai déjà spoilé un petit peu le reste, mais on est pas mal. Alors, l'amélioration de l'environnement de sommeil, une petite phrase, le sommeil, la chaîne dorée qui relie la santé à notre corps, magnifique. Je ne sais absolument pas qui est Thomas Decker, mais je le cite. Je pense que c'est le copain de Black. Non, c'était une blague, mais je passe. Avez-vous déjà modifié votre environnement pour mieux dormir? Alors, on réfléchit un petit peu à ça. Quelque part, les comportements sont assez importants. Si vous actionnez des comportements qui ont l'air de fonctionner, ne les changez pas surtout. Si par contre, en effet, vous faites des tests comportementaux qui sont assez peu fructueux, il s'agira d'essayer de trouver des leviers. Moi, je vous l'ai dit, je pense que ça peut être très important d'investir dans la qualité de la literie. Ça me semble indispensable. De toute façon, pour créer un véritable havre de paix dans la chambre, c'est-à-dire quelque chose qui soit cool, qui soit très peu stimulant. On évite évidemment l'exposition aux écrans quand on est dans notre lit, ça me semble assez logique. Alors même si je vais mettre un petit bémol sur regarder la télé au lit, c'est un peu moins physiologiquement, je parle bien, un problème dans le sens où on sait que la lumière bleue, aujourd'hui, c'est la même qualité d'onde lumineuse que la lumière du soleil qui se lève. Autrement dit, si je m'expose à mes écrans
et surtout les petits écrans, puisque plus ils sont petits, plus je les rapproche de mes yeux, ce qui semble un peu logique. Donc la télé, en général, je la regarde pas collée à l'écran, donc il y a un peu plus de déperdition de l'intensité lumineuse dans la pièce et un peu moins donc de perception par la rétine. Bah, effectivement, si je m'expose aux petits écrans, il risque d'y avoir un blocage de production de la mélatonine, dans tous les cas de retarder la production de la mélatonine, qui est entre autres, je vous l'ai dit, l'hormone qui va faciliter le passage de l'état de veille à l'état de sommeil. Et donc, en effet, bah, s'il est 23 heures et qu'il est censé faire nuit dehors et que je m'expose à mes petits écrans, pour mon cerveau, c'est un signal de tiens, le soleil est en train de se lever. Donc évidemment, il faut faire un petit peu attention à ça. Et donc peut-être réinstaller des routines qui permettraient, à la place de l'exposition aux écrans, eh ben, d'installer un minimum de calme. La routine préférentielle, c'est la lecture. C'est pas moi qui le dis, c'est les neurosciences. La lecture de loisirs est l'activité championne du monde de la gestion du stress. Vous pouvez retenir ça. 68% de baisse des hormones du stress en 6 minutes de lecture. Donc, autrement dit, eh ben, si on a envie de baisser un peu l'excitabilité de notre cerveau le soir, notamment avant de dormir, probablement qu'il serait intéressant de rouvrir nos bouquins, tout simplement. Alors, ben, règle 1, viser l'obscurité totale. Ça, c'est logique, je vous l'ai déjà dit, et surtout en période estivale, où on va avoir ce problème du soleil qui se couche plus tard. Si déjà on arrivait à mettre nos lunettes de soleil jusqu'à tard et fermer tous les volets au moment où on se couche, où on est clairement dans une chambre vraiment sombre, on sera déjà dans quelque chose d'un petit peu plus favorable. Ça nous permettra aussi probablement d'être un peu moins sensible aux réverbères, aux petits polluants évidemment lumineux qu'il peut y avoir dans la rue, toutes les 90 minutes dans les phases de micro-réveil, qui peut être donc un vrai problème. Alors, par exemple, il y en a qui sont très sensibles à la lumière de la Lune. Ça peut être un problème aussi, hein, la lumière de la Lune toutes les 90 minutes qui serait susceptible donc de nous réveiller. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui perturbe un peu l'obscurité dans votre environnement de sommeil? Alors, on a parlé des écrans, les réveils lumineux, etc., etc. Donc effectivement, il faut réfléchir un petit peu à ça et à trouver des palliatifs. Alors ensuite, comme on s'est coupé de la pollution lumineuse, il serait aussi intéressant de penser à se couper de la pollution sonore. Alors j'en vois tout de suite qui vont venir, j'en vois tout de suite qui vont me parler de la pollution sonore du conjoint qui est en train de ronfler, ce qui est tout à fait possible, en effet. Donc le vrai problème, c'est les bruits qui sont des bruits intermittents. Les bruits réguliers, c'est un peu moins un souci. Hein, mais en effet, c'est un vrai souci, les bruits intermittents, donc il faut penser à ça. Donc, s'il y en a qui peuvent, moi je sais que j'y arrive pas, mais si vous pouvez dormir avec de l'isolation phonique, notamment avec les boules caisses, ça peut être intéressant. Moi, j'y arrive pas personnellement, mais on peut pas non plus, évidemment, couper toutes les sources de bruit, mais dans tous les cas, c'est à y réfléchir. La température. Alors, on réfléchit un peu. Vous pouvez noter dans la ligne de chat, pourquoi pas, quelle serait pour vous la température idéale dans la chambre. Et bien évidemment que ça, c'est un problème quand on est en période estivale. La température idéale, elle est dite entre 18 et 19 degrés. On pense même peut-être 17. Donc, c'est quand même assez frais. Hein, d'accord, 18, 19, 20 degrés, peut-être même 17. C'est le gros problème de l'été. Ou alors, si on a investi dans une clim, c'est cool. Après, on peut penser au ventilateur qui va permettre au corps de s'assécher pendant qu'il transpire. Ça, c'est plutôt intéressant. Bien évidemment, on doit aider le corps à chuter en température. Et donc là, il y a plein d'astuces. Hein. On a parlé peut-être effectivement de attention à la qualité des repas, attention à la pratique sportive le soir, attention. Attention également à la qualité des matières qu'on va porter si on n'est pas capable de dormir nu, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Attention aux vêtements qu'on va porter. Le coton un peu lourd, le pilou-pilou, hein, globalement, c'est pas idéal parce que ça aide pas le corps à évacuer sa température corporelle. Donc, on va préférer des vêtements légers qui sont capables d'absorber la transpiration au fur et à mesure ou dans tous les cas de la faire s'évaporer. Peut-être pourquoi pas de prendre une douche. Alors moi, ce que j'aime bien personnellement, c'est que je vais aller à la douche peut-être à peu près une demi-heure avant d'aller au lit. Je me mets sous une température que j'aime bien. Et puis progressivement, toutes les 30 secondes, je descends d'un degré. Voilà, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je trouve que ce soit assez frais, pas froid, mais frais. Attention à la douche froide, hein, qui risque tout simplement de stresser le corps, hein, ou au contraire, ça va être moins productif, hein, tout simplement. Donc,
voilà, peut-être que ça pourrait être intéressant. Boire un peu plus frais aussi, boire une tisane avant d'aller au lit, je suis pas persuadé que ce soit la bonne solution, mais peut-être boire un peu plus frais. Et effectivement, bah, attention à la qualité de la literie. Alors peut-être que le lin, les matières un peu comme ça, un peu légères, peuvent être intéressantes. Et puis, il va y avoir également peut-être le bon conseil pour aider le corps à chuter en température. Ça va être aussi de pratiquer quelques exercices un peu spécifiques, type respiration, qui peuvent aider le corps à chuter en température et en plus de ça, à faire du maintien d'attention. Alors, je vais vous proposer, si vous le voulez bien, parce qu'on est bientôt à la fin de notre présentation, eh ben, 3, 4 petites minutes de petites pratiques respiratoires qui sera peut-être adaptée, un, à stopper les ruminations, deux, à favoriser la descente de la température corporelle, trois, à stimuler le système nerveux parasympathique qui calme le corps, donc à stopper les facteurs de stress. Pour ça, pour ceux qui le veulent, je vais vous proposer un petit temps pour vous installer un peu confortablement. Je vous laisse faire 3-4 minutes. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration et à laisser les yeux se fermer et à tester ce que je vais vous proposer maintenant. Je vais vous inviter à vous écouter, respirer. S'écouter, respirer, c'est prendre conscience de sa rythmique respiratoire, de sa fréquence respiratoire, prendre conscience également de ses volumes respiratoires, les parties du corps qui bougent. Le ventre, pour certains, qui se gonfle et qui se dégonfle, la poitrine, pour d'autres, sensation des côtes qui s'écartent et qui se resserrent, ça peut être également une sensation de respiration dans les épaules, mouvement naturel du corps, et peut-être un temps de perception particulièrement sur l'air que vous respirez, et notamment de sa température. Si vous êtes un peu attentif et attentive, vous allez noter que juste en dessous du nez, c'est un air frais qui circule, plus frais qu'ailleurs. Je vais même vous inviter à imaginer une couleur à cet air frais, une couleur agréable et fraîche. Et sur une prochaine inspiration, je vais vous inviter à ramener dans vos narines la couleur et peut-être même l'odeur de cet air frais. Sur une prochaine inspiration, allez un peu plus loin, ramenez cette couleur, cette odeur d'air frais jusqu'à la gorge, puis jusqu'au poumon, jusqu'au ventre. Et finalement, un peu là où vous en avez besoin, là où vous en avez envie, jusqu'à ce que même peut-être vous seriez capable d'imaginer les endroits où vous déplacez votre respiration qui prennent cette couleur également d'air frais. Remarquez sur vos expirations que c'est un air réchauffé que vous replacez dans la pièce. Et je vais vous inviter quelques instants à inspirer de l'air frais, expirer de l'air réchauffé et progressivement prolonger vos temps d'expiration. Souffle de plus en plus long, de plus en plus calme. Inspiration d'air frais et souffle long, souffle calme.
Laisse quelques instants pour terminer cette petite séance, ce petit exercice. Reprendre une respiration naturelle. Vous remobiliser, vous étirer si vous en avez besoin, rouvrir les yeux pour qu'on puisse débriefer de cet exercice et vous apporter quelques données supplémentaires. En fait, là, je vous ai proposé 2 exercices en un. L'hyperfocalisation d'attention sur, même 3 exercices en un. L'hyperfocalisation d'attention sur la respiration, qui va nous permettre de faire tout simplement taire les ruminations pendant un certain temps. Donc ça, c'est une technique de gestion du stress déjà. Ensuite, deuxième, un petit peu en manière d'auto-hypnose, si j'ai envie de dire. On va lui dire un peu comme ça. On va essayer de focaliser son attention sur l'air frais et puis finalement le diriger un peu là où on a envie dans le corps. Une sensation d'air frais auquel on peut mettre une odeur, une couleur, et essayer de diriger cet air par notre inspiration dans l'intérieur du corps. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du prolongement du temps d'expiration. Alors là, c'est très intéressant. Vous allez pouvoir noter que physiologiquement, quand j'inspire, je stimule un système nerveux qu'on appelle le système nerveux sympathique. À chaque fois que j'inspire, le rythme cardiaque augmente. Alors que quand j'expire, je stimule le système nerveux parasympathique. Quand j'expire, le rythme cardiaque diminue. Donc si vous voulez, calmer votre corps, votre mental, faciliter l'endormissement, prolonger les temps d'expiration. Autre avantage, quand le corps se calme, il chute en température. Donc on joue sur l'aspect visuel et sensoriel, mais également sur l'aspect neurologique. Et donc là, pour moi, c'est un petit exercice que je trouve essentiel à maîtriser, à tester, à expérimenter, à s'approprier. Allez-y, les soirs, n'hésitez pas, vous pouvez jouer un petit peu avec ça. Donc on l'a déjà dit. Je vais pouvoir passer un petit peu là-dessus, hein. La température suit un rythme circadien avec un pic haut, un creux bas. Et notre objectif, c'est la diminution de la température. On a parlé évidemment, et ça c'est logique, de soigner sa literie. S'il y a un poste d'investissement à la maison, c'est là. Un tiers de notre vie qu'on va passer dans notre chambre, sur le matelas en particulier. Donc oreiller, etc. Allez-y, on investit et c'est très bien. Donc voilà, petit plan d'action personnel pour améliorer l'environnement de sommeil. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en termes de comportement? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place en termes d'investissement? Certains sont également un peu attentifs à l'orientation du lit. Alors moi, je ne m'y connais pas trop là-dedans, donc s'il y en a qui veulent partager leurs connaissances dans la ligne de chat, ils peuvent. Il y en a qui sont assez feng shui aussi avec les couleurs de la chambre, etc. C'est des choses, moi, que je ne maîtrise pas. Donc s'il y en a qui veulent partager un petit peu leurs connaissances là-dedans, dans la ligne de chat, n'hésitez pas, hein. Hein, il y a plein d'approches différentes, il n'y a pas que la mienne, hein. Donc voilà, je vais passer un petit peu ça parce que je préférerais qu'on gagne un petit peu de temps sur les questions-réponses. On est bientôt à la fin, il reste 5 minutes, donc je vais pouvoir conclure. Je vous ai parlé de la caféine, ça va être important, attention à ça, hein, bien évidemment. On agit sur les habitudes, j'ai fini, hein. On agit sur les habitudes quotidiennes pour améliorer le sommeil. Vous ferez très attention, bien évidemment, aux somnifères, pas d'automédication, ça c'est important. Les somnifères peuvent avoir un effet, comme l'alcool d'ailleurs, hein, c'est pareil, de tabasser, c'est-à-dire d'aider à s'endormir. Par contre, ça réduit la qualité de sommeil et en production de sommeil lent profond et en production de sommeil paradoxal. Donc on fait un petit peu attention à ça. Pas d'automédication, bien évidemment. Vous adoptez une routine. L'objectif va être d'être le plus régulier possible dans vos comportements, hein. Plus il y a de la routine, mieux c'est. Moins ça va être une charge de stress pour le corps. Donc c'est un petit peu la conclusion de tout ce que je viens de vous dire. Bien évidemment, gérer l'exposition à la lumière, on en a déjà parlé. Exposez-vous à la lumière du jour le plus souvent possible en journée et le soir, par contre, on va limiter l'exposition. Attention à ça, hein, notamment en période estivale, on en a parlé. On a parlé également de l'alimentation avec diminuer les charges en protéines animales. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez augmenter les charges en glucides. C'est marqué en point 4 là. Vous pouvez améliorer un petit peu, augmenter les charges en sucre lent, pâtes, riz, pain, pommes de terre, par exemple, pour tout simplement favoriser l'apport énergétique tout au long de la nuit au travers du glycogène, s'il y en a qui connaissent un petit peu ça, parce que le cerveau, lui, consomme beaucoup d'énergie la nuit et il a besoin d'un apport constant. Donc, c'est sûrement pas les sucres qui vont permettre ça, pas n'importe lesquels, ça va être les sucres complexes, donc plutôt les sucres lents. Voilà. Évidemment,
la sieste pour récupérer le plus souvent possible, mais ça, je vous en ai parlé. Hein, je vous ai dit qu'effectivement, il faut gommer les épisodes de fatigue aiguë dès qu'on le peut. Et la sieste peut être un bon apport, hein, la sieste de 10, 15, 20 minutes, ou éventuellement un cycle complet. Donc, c'est à peu près 1 heure à 1 h 30 si on le peut. Les écrans, ce qui semble un petit peu logique. Hein, donc voilà, c'est la conclusion un petit peu de tout ça. Je vous ai parlé également d'éviter la caféine, nicotine, alcool. Alors l'alcool d'autant plus l'été, parce qu'effectivement, bah, ça va augmenter la température de notre corps, donc ce qui semble un petit peu logique, on fait attention à ça. Et puis, bah, tout ce qui est pratique respiratoire peut nous aider. Vous avez ici une autre respiration, alors qui est sonore, celle-là, c'est qu'en fait, vous allez libérer la glotte, là, ici, hein, tout simplement pour que votre respiration fasse un peu de bruit. Euh, c'est limite presque du ronflement, quelque part. On va un petit peu faire exprès, hein, et se laisser bercer par ce mouvement sonore-là, un petit peu comme se laisserait bercer par les vagues d'un océan. Je ne vous le fais pas pratiquer là. Je pense que l'exercice que je vous ai proposé tout à l'heure est vraiment intéressant. Donc, allez-y, pratique respiratoire, pratique de relaxation pour ceux qui aiment. Et puis, bah, écoutez, c'est le temps de la conclusion. Donc, je vais vous inviter évidemment dans la ligne de chat à ne surtout pas hésiter à écrire ce que vous avez retenu, ce que vous décidez en matière de changement comportemental. Et puis, bah, du coup, à nous poser vos questions. Et donc là, bah, évidemment, je vais laisser la main du coup à notre modératrice qui va lire les questions en live si toutefois il y en avait. Moi, je vais vous remercier dans tous les cas pour votre présence. Prochain rendez-vous, bah, je vous laisse la main, hein, c'est à vous. Si vous voulez reprendre le contrôle sonore, c'est à vous. Oui, Sébastien, merci beaucoup. Donc, il y a eu énormément de questions. Je pense qu'on va pouvoir poser quelques-unes, voire toutes, si on peut répondre à tous. Première question, donc, y a-t-il des façons plus rigoureuses pour savoir si nous faisons partie des 5% des gros dormeurs? J'ai envie de dire clinique du sommeil. La méthode la plus rigoureuse serait celle-là finalement. Mais malheureusement, non, on ne peut pas savoir. Je pense finalement que il n'y a pas de autant de rigueur que quand on est suivi par un médecin, un neurologue, un spécialiste. Il ne peut pas y avoir meilleure rigueur que celle-là. Maintenant, en effet, le bon indice, c'est quand même de voir quel est votre indice de vitalité en journée. Attention, je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce que vous vous sentez fatigué que vous ne dormez pas assez. Ça peut être aussi parce que vous ne dormez pas bien. Et donc, c'est quand même deux données qui sont différentes. Donc, je suis désolé, je ne peux pas avoir de réponse plus précise que celle-là. Mais non, après, la méthode la plus rigoureuse, c'est avec un spécialiste. Très bien. Prochaine question, est-ce que le nombre d'heures de sommeil dépend également entre l'homme et la femme? C'est pas prouvé. Par contre, il peut y avoir des périodes hormonales, en effet. Mais on n'a pas de données étudiées sur quand on est un homme, on a besoin de moins dormir ou plus dormir qu'une femme. Il y a pas de. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop de biais sociaux et donc on n'a pas de données scientifiques sur le genre. Très bien. Prochaine question, est-ce que prendre un supplément mélatonine peut avoir des effets néfastes sur le corps, Ah, comme par exemple, pardon, réduire la production naturelle de mélatonine? ouais, ouais, de mélatonine, de Oui, mélatonine. Juste avant que je réponde à la question, parce que sinon je vais oublier. Donc comme ça, je le fais tout de suite. Bon, déjà, merci. Voilà. Et puis, on a un petit questionnaire de satisfaction, si vous pouvez le flasher et puis laisser un petit avis. Voilà. Alors surtout s'il est positif entre vous et moi. Non, non, je plaisante. Vous mettez bien ce que vous voulez, mais voilà. Donc, comme ça, c'est fait. Je vais du coup pouvoir couper mon partage d'écran après ça. Ce sera plus sympa du coup que je vous vois en direct. Allez, du coup, je coupe. C'est bon, le flash est fait. 3, 2, 1. Allez, je coupe mon partage d'écran. Et je réponds à la question sur la production enfin, sur l'apport de mélatonine. Moi, je dis, mais c'est qu'un avis personnel, moi, je dis que tout ce que le corps est capable de faire de lui-même, il ne faut pas l'aider pour rien. La mélatonine, elle est produite sur la base, un, de la sérotonine, c'est-à-dire qu'en fait, le précurseur de la production de mélatonine, c'est la sérotonine qui est notre hormone de la bonne humeur. La sérotonine est elle-même produite grâce à l'apport, ce qu'on appelle d'un acide aminé, qu'on appelle le tryptophane. Le tryptophane, c'est un composant alimentaire qu'on va retrouver
dans les poissons gras, par exemple, certaines légumineuses, les lentilles, des choses comme ça. Vous cherchez, vous trouverez facilement. Donc, j'ai besoin de tryptophane pour produire de la sérotonine, pour produire de la mélatonine. Ça, c'est le cycle classique. Sauf que pour que ce cycle fonctionne, il y a besoin de l'alternance jour et nuit par la rétine. C'est-à-dire que je vais avoir besoin de m'exposer la journée au soleil et je vais avoir besoin de faire comprendre au cerveau le soir qu'il n'y a plus de soleil. D'où le problème de l'exposition aux écrans, ça je vous en ai parlé. Ça, c'est un fonctionnement qui est naturel. Et si quelque part, j'amène de la mélatonine en direct dans le corps, moi, ce que je pense, mais attention, c'est qu'un avis, c'est pas scientifique ce que je vais vous dire. Ce que je pense, c'est que du coup, on empêche le corps d'accéder à un fonctionnement naturel du cycle tryptophane, sérotonine, mélatonine. On va lui apporter tout de suite de la sérotonine, de la mélatonine, pardon. Et donc, du coup, ben, le jour où je lui apporterai plus de mélatonine, ben, qu'est-ce qui risque de se passer? Pendant peut-être 1 mois ou 2 mois ou que sais-je, bah, le corps il s'est dit oh bah c'est bon, j'ai pas besoin de faire d'efforts, je peux me désadapter de ce cycle de production naturelle, donc bah du coup j'arrête. Et puis bah là du coup il sera plus capable d'en produire seul. Moi ça c'est ce que je pense. Donc attention, je pense qu'il y a une donnée très commerciale là-dedans, c'est mon avis, et je pense que dans dans tous les cas, c'est avis d'un spécialiste. Dans tous les cas, je ne suis pas un spécialiste médical, d'accord? Donc, dans tous les cas, dirigez-vous vers des spécialistes avant d'accéder à des compléments comme ça qu'on va trouver en pharmacie trop facilement, à mon avis. Très bien. Alors, prochaine question. Nous allons repartir dès le début. Oui, je prends de la mélatonine en gomme tous les soirs dans le cadre d'une maladie. Ménière, est-ce un problème à long terme? Faut-il juste faire des cures? Je n'ai pas entendu la fin de la question. Faut-il, Oui, pardon. pardon? Faut-il du coup, alors je répète la question. Donc, je prends de la mélatonine en gomme tous les soirs dans le cadre d'une maladie ménière. Donc, Est-ce un on est problème? bien d'accord que là, c'est sur prescription, hein. On est bien Oui, d'accord, c'est dans le cadre d'une maladie. Donc là, il y a de la prescription, pas de souci. je pense, oui. OK. Est-ce un problème à long terme ou faut-il juste faire des cures? C'est ce que je viens de vous dire. En fait, c'est la même question que précédemment. C'est qu'est-ce que vous préconise le Toubib qui vous a préconisé cet apport de mélatonine-là. Attention, vous avez certains Toubibs qui ne sont pas des spécialistes dans le sommeil. Peut-être que ça peut valoir le coup d'aller voir un neurologue ou un spécialiste du sommeil, quel qu'il soit, pour savoir. Parce que là, ça dépasse. En fait, je vais vous avouer, hein, moi, je suis assez humble par rapport à ça. Ça dépasse un peu de mon champ de compétences parce que là, on commence à parler des médicaments, etc. Vous comprenez que là, je suis un peu limité par rapport à ça. Hein, c'est pas mon domaine. Donc, je voudrais surtout éviter de vous dire des bêtises. Et donc, il faut que je reste. Je suis qu'un ancien militaire, donc je voudrais rester vraiment dans une approche plutôt comportementale plutôt que médicamenteuse, quoi. Vous voyez? Donc, mon avis, c'est qu'en effet, on n'aide pas le corps à en produire seul. C'est mon avis, mais ne prenez pas ça pour argent comptant. Très bien. Prochaine question. Donc, je bois beaucoup de café et j'ai l'impression que ça ne joue plus sur mon sommeil. Ouais, ça c'est possible. Il semblerait qu'il y ait un phénomène d'accoutumance. Alors, le café, globalement, va avoir plusieurs effets. Un, d'empêcher la fatigue de s'installer, c'est-à-dire les sensations de fatigue de s'installer. Donc ça, c'est un premier point. Ça peut ne pas avoir de perturbation sur la production de sommeil. Attention, je ne sais pas qui pose cette question, si c'est une dame ou un monsieur. Attention, monsieur, madame. Attention, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ce n'est pas parce que vous dormez, c'est-à-dire que vous vous endormez, que votre qualité de sommeil n'est pas altérée. Donc, en fait, le principe, c'est de voir le matin, l'après-midi, est-ce que vous n'avez pas des sensations de chute de vigilance qui seraient des indices de fatigue et finalement de rentrer dans un cercle vicieux parce que finalement, parce que vu qu'il y a de la fatigue, bah, je vais prendre du café, etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc moi, je ne sais pas si finalement, on ne pourrait pas se dire, le café, oui, mais jusqu'à quel point? Est-ce qu'on est obligé d'en boire jusqu'à 18 heures, jusqu'à 20 heures? Je ne sais pas. Moi, à mon avis, l'idée, c'est de tester. Faites des expériences, c'est-à-dire supprimer un café, par exemple, votre dernier café habituel, vous le supprimez, vous voyez si ça a un effet positif ou négatif. Pour moi, tout ça, c'est du jeu de chaud-froid, en fait, j'ai envie de dire. Mais effectivement, je pense que vous avez raison. Il est possible qu'il y ait un effet d'accoutumance, voire même un changement de données génétiques
par rapport à la capacité à fixer la molécule de caféine. Très bien. Prochaine question. Est-il possible de modifier la durée de ses propres cycles de sommeil pour optimiser une nuit qui ne tombe pas sur un multiple de 1h30? Alors, Vous pouvez répéter la question que j'essaye de Oui. l'intellectualiser. Alors, Je réfléchis hein, pendant ce temps-là. oui, bien sûr. Est-il possible de modifier la durée de ses propres cycles de sommeil pour Ah, optimiser une nuit qui ne tombe pas sur un multiple de 1h30? non, 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 vous pourrez pas. Vous pourrez pas. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous aurez cette donnée-là. Alors, je vous donne le nom de ce cycle-là. On l'appelle le cycle BRAC, Basic Rest Activity Cycle. C'est donc un enchaînement de fonctionnements cérébraux, j'ai envie de dire, qui font que le cerveau, toutes les 90 minutes en moyenne, mais c'est entre 70 et 120 minutes selon les individus, va fonctionner par épisode de temps fort et de temps faible, avec des productions en temps fort d'hormones qui favorisent le maintien de la vigilance, et des épisodes de creux d'hypovigilance physiologique où il y a une espèce de besoin de reset. Le seul truc qu'on peut faire, c'est essayer en journée particulièrement, par exemple quand vous commencez à bâiller au volant ou quoi que ce soit, donc on est dans le creux là ici, et ben ça va être de masquer cet épisode-là. Mais par contre, on ne pourra pas le décaler. C'est juste qu'en fait, on va en masquer les effets, mais on ne pourra pas faire en sorte que ce cycle n'ait pas lieu. Et quelque part, j'ai envie de dire, ce serait même presque dangereux de contrarier ces effets naturels-là. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à les changer, il faut chercher juste simplement à les écouter et plus important que ça, à les respecter. Donc n'essayons pas de changer ce que notre corps fait très bien tout seul. Très bien. Prochaine question. Que signifie le fait de se réveiller systématiquement à 3 heures du matin sans pouvoir se rendormir sans somnifère? Alors, il y a plein de théories là-dessus. Ceux qui font de la médecine chinoise parlent de vide de foie. Donc, il faut aller fouiller de ce côté-là s'il n'y a pas un problème avec le foie. Mais c'est pas ma partie, hein. Je vous l'ai dit, je suis plutôt cartésien, assez pragmatique là-dessus. Mais quelque part, ça existe. Certains en parlent. Donc, pourquoi pas? Je pense que ça peut être aussi tout simplement un phénomène d'habitude où, quelque part, il y a presque un stress programmé à je sais que je me couche avec la certitude peut-être consciente ou non consciente, que de toute façon, je vais me réveiller en plein milieu de la nuit. Et vous savez que quand on a une certitude, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? À la confirmer. Ça s'appelle un biais de confirmation. Et donc, vous allez vous réveiller de façon très naturelle, comme tout le monde se réveille d'une manière naturelle, je vous l'ai dit, toutes les heures et demie, sauf que on va aller vérifier en regardant l'heure que, comme par hasard, eh ben, on se réveille toutes les nuits à la même heure. Et quelque part, ça va générer cet effet de stress-là. Donc moi, j'ai envie de vous dire, je crois beaucoup à la loi de la programmation mentale. Couchez-vous en sachant que de toute façon, on se réveille toutes les heures et demie, que c'est naturel, qu'on n'est pas malade, que vous avez envie de vous coucher avec une intention de vous réveiller en pleine forme le lendemain. Et si toutefois vous captez encore ce réveil-là, pratiquez les exercices que je vous ai donnés tout à l'heure, respiration, refocalisation d'attention, etc., 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 qui peuvent vous aider à vous réapaiser. L'objectif va être évidemment à terme et ben tout simplement de faire en sorte que cet épisode soit moins stressant et qu'il soit moins prévisible. Voilà, moi, ce que je crois, c'est que de toute façon, toutes les heures et demie, on se réveille. Et donc, effectivement, ben, s'il y a une perturbation externe, on va le capter. S'il y a une perturbation interne, tiens, et si je vérifiais qu'il n'était pas 3 heures du matin, eh ben, on va aller faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quelque part, j'ai presque envie de vous dire, à quoi ça vous sert de regarder votre réveil en plein milieu de la nuit? Ne le regardez pas, j'ai même envie de dire, éteignez-le. Voilà. Je ne sais pas comment on pourrait faire autrement, hein, mais alors il faudra bien que vous réveillez le matin définitivement pour aller au boulot, par exemple. Mais ne regardez pas votre réveil la nuit, ça ne sert à rien. Juste ouvrez les yeux si par hasard vous vous réveillez. Ah, il fait encore nuit? Bon, bah ok. Donc ça veut dire que c'est encore l'heure de dormir. Vous verrez que le stress sera quand même un petit peu plus faible. En tout cas, c'est ce que je crois. Très bien. Prochaine question. Comment bien choisir un matelas? Faut-il prendre ses préférences personnelles en facteur de choix en priorité ou y a-t-il des critères considérés comme universellement bons concernant la fermeté, les matériaux, etc.? Aucune idée. À tester. Aucune idée. J'en sais rien. Vous savez qu'il y a des matelas à ressort et des matelas mousse.
ma croyance, mais c'est un avis. Donc là, pour le coup, c'est du débat, hein. Je vous donne que mon avis, hein. Je suis pas commercial chez PEDA ou je sais pas où. Mon avis, c'est que personnellement, pour faciliter l'évacuation de la température, je choisirais instinctivement un peu plus un matelas ressort. Parce que quelque part, du coup, il est à la température qui va s'échapper par le dessous du corps, qui quelque part Mhm. sera véhiculé plus facilement dans le matelas. Mais c'est qu'un avis personnel. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Je suis pas persuadé que ce soit très scientifique ce que je vous raconte. Donc, c'est qu'un avis personnel. Après, effectivement, vous savez, il y en a qui sont très bien dans des matelas mous, il y en a qui sont très bien dans des oreillers rigides, des machins pratiques personnelles, hein. Voilà, vraiment. Là, moi, j'ai investi dans un matelas. Alors, je donne la marque, c'est pas très grave, hein. J'ai investi dans un matelas Emma. Ça coûte 600 euros, je crois, à peu près, là, le 160, là, à peu près. Moi, je trouve ça pas mal. Il y en a qui trouvent que l'accueil est trop souple. Donc voilà, bon, ben, très bien. Ben, j'ai envie de dire, il faut aller tester en magasin, hein. Il n'y a que comme ça que vous pouvez savoir. Donc, vous demandez à rester, par exemple, la nuit dans le magasin pour dormir dessus, puis vous voyez ce que ça donne. Non, je sais pas, mais je pense qu'il faut tester. Je peux pas trop Très vous bien. dire ça. Prochaine question, c'est en se couchant à la même heure, faut-il se réveiller à la même heure chaque jour ou bien laisser son corps décider, notamment pendant les vacances week-end? Ouais, c'est une bonne question. Le principe serait un principe de régularité. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, pour éviter ce qu'on appelle les phénomènes de désynchronisation. Ce qu'on appelle la désynchronisation, c'est par exemple ce qu'on connaît très bien quand on est en voyage, hein. Ça va être, ben, je suis en Guadeloupe, par exemple, on a 5 heures de décalage horaire, disons. Et ben, effectivement, mon cerveau, pendant un certain temps, fonctionne encore comme à l'heure de la métropole, alors que pourtant, il fait encore jour. Et ben, je vais commencer à produire des effets de fatigue, ou non, c'est l'inverse d'ailleurs. Là, il fait nuit en Guadeloupe et il est encore 15 heures en métropole. C'est ce qu'on appelle la désynchronisation qui se règle en à peu près, vous pouvez retenir ça, un jour d'adaptation par heure de décalage horaire. Autrement dit, effectivement, si vous partez en voyage en Guadeloupe, vous mettrez à peu près 5 jours pour fonctionner, pour que le cerveau, ça y est, fonctionne à l'heure locale. Et le problème de finalement mettre en place trop de changements d'habitude, ça risque de provoquer des micro-désynchronisations. Et donc, pour favoriser un petit peu ça, le principe, ce serait d'être régulier, en effet. Donc, ça, c'est un principe. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous êtes un petit peu régulier dans un fonctionnement pendant les vacances, admettons que vous avez l'habitude de vous réveiller à 9 ou 10 heures le matin, bah effectivement, ça y est, le cerveau étant recalé sur cette rythmique-là, et ben vous risquez tout simplement, si vous êtes un vrai vespéral, hein, ben, quand il faut se lever à 6 ou 7 heures du matin, bah, que ce soit très compliqué. Donc, je pense que ça vaut le coup de compenser les dettes de sommeil quand on le peut. Autrement dit, vous partez en vacances, et ben peut-être pendant 2, 3 jours, 4 jours, on va se coucher enfin, on va se lever plus tard, par exemple, si on le peut. Mais par contre, bah, peut-être 3, 4, 5 jours avant la reprise du boulot, de se remettre dans un cycle un peu classique. C'est ce qu'on fait avec les enfants, hein, vous savez, à la fin de l'été, avant qu'ils reprennent l'école. Je pense que c'est plutôt pas mal pour éviter les désynchronisations. Très bien. Mais attention, hein, la grasse matinée, il ne faut pas la proscrire, hein. On est tous en dette de sommeil. Là, aujourd'hui, autant qu'on est, on est encore 200 connectés. Là, je pense qu'on est à peu près tous en dette de sommeil. Donc, il faut s'en occuper. Donc, ne surtout pas dire ah non, non, c'est pas bien, ne faisons pas la grasse matinée. Non, non, il faut la faire, mais il faut la faire quand on en a besoin et quand c'est ponctuel. Quand c'est trop régulier, cercle vicieux, on va reproduire de la dette de sommeil quand on va se remettre au boulot. Prochaine question, est-ce que la lecture sur liseuse est problématique pour s'endormir? Hmm. Encore une fois, ça dépasse mon champ de compétences. Un commercial de la liseuse vous dira non, très probablement. J'ai quand même la sensation que la lumière émise n'est pas la même que les écrans classiques. Euh, mais pour le coup, je suis désolé de ne pas vous donner toujours de réponse tangible. Je ne suis pas trop sûr de ce que je vous dis. Donc je pense que ça mérite d'aller vérifier. Je pense que c'est pas le même type d'onde lumineuse. Très bien. Autre question, et 10 minutes les pieds en l'air, vous en pensez quoi? J'ai l'impression que ça marche pour moi, donc pour Eh s'endormir. ben, si ça marche, ne changez pas. J'ai envie de vous dire. Hein, dans toutes ces formations-là, ces stages, ces webinaires un peu en développement personnel, on a une tendance un peu au dogmatisme. Si dans tout ce que je viens de vous dire, vous faites des choses qui vont complètement à l'encontre de ce que je vous raconte, mais que ça fonctionne, ne changez rien, clairement.
Donc, si vous avez un comportement en levant les jambes, etc., et que ça a l'air de fonctionner, ben, ne changez pas, j'ai envie de dire. Probablement que ça facilite le retour veineux, donc c'est quand même plutôt pas mal, ça évite la sensation de jambes lourdes. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt cool. Donc, allez-y, faites, allez-y. Ouais, ouais. Très bien. Donc là, nous avons une personne qui nous a posé plusieurs questions. Donc je vais les lire une par une. Donc première question, c'est comment distinguer le comportement d'un gros dormeur et d'un trouble du sommeil? C'est pas la même chose. Gros dormeur et trouble du sommeil, parce que quand je suis gros dormeur, c'est pas nécessairement que j'ai un trouble du sommeil, hein. Je vous l'ai dit, hein, 5% de la population est de toute façon un gros dormeur, sans pour autant parler de troubles neuro ou quoi que ce soit, hein. Donc en fait, c'est deux questions différentes. Je suis gros dormeur. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Vous voulez faire le distinguo entre eux. Oui, ça y est, je viens de capter la question. Mettez un pouce si du coup j'ai bien compris pour la personne qui a posé la question. Du coup, je ne sais pas faire la différence entre j'ai un trouble du sommeil et je suis gros dormeur et je ressens de la fatigue, c'est ça? Ah oui, donc c'est Antoine, a Oui. priori. Mhm. Alors, ok, ok, mieux compris. Bah simple, si vous dormez en vacances, vous dormez vos 9 heures, admettons. Bah, si la journée, vous n'êtes pas fatigué, c'est que vous n'avez pas de trouble du sommeil. Vous voyez? Si vous avez finalement dormi la quantité dont vous avez besoin. Pour moi, c'est simple. Ça vous va comme réponse? Si par contre, vous dormez vos 9 ou 10 heures, mais que vous êtes fatigué toute la journée, c'est qu'il y a probablement un trouble du sommeil. Ça va? Prochaine question du coup de la même personne. Y a-t-il des risques sur Ouais. le long terme à la prise de la mélatonine? Oh, mais on l'a déjà été posé 3 fois, cette question. Mhm. Je Et sais pas si, je sais pas s'il y a des risques, qu'on s'entende bien. C'est un avis de ma part. Mon avis, c'est que on risque de se déshabituer, pas se déshabituer, mais déshabituer notre corps à un fonctionnement qui théoriquement est naturel. Mais c'est mon très bien, avis. Et je très suis pas bien. médecin. Donc attention, ne prenez pas tout pour argent comptant dans ce que je vous raconte. Voici, certaines choses vous pouvez, mais pas quand ça touche aux apports, aux médicaments, etc. Je ne réponds pas à ce genre de questions habituellement. Très bien. Je m'intéresse au comportement. Très bien. Donc, dernière question donc, de la même personne. Est-ce que l'exercice de respiration que nous avons fait aide surtout à l'endormissement ou aussi à la qualité du sommeil global? Non, je ne pense pas à la qualité du sommeil. Je pense pas que ça aide à la qualité du sommeil. Ça aide surtout à choper le bon train quand il arrive, ça c'est sûr. Mais je pense pas qu'il y ait un impact sur la qualité. Très bien. Je pense que nous avons fait. Alors oui, il reste une question intéressante. Est-ce qu'on a besoin de moins de sommeil en vieillissant? Ah, ça c'est une bonne question, tiens. Oui, parce que ça y est, c'est plus une question sur la mélatonine, donc c'est une bonne question. Donc, alors oui et non. Oui et non. Les personnes âgées, alors quand je dis personnes âgées, je ne sais pas trop ce que c'est, hein. Si c'est 70, 60, 80, je ne peux pas trop vous dire. Les personnes âgées vont avoir une modification, pas tellement de leurs besoins en volume de sommeil, mais une modification neurologique, puisque les personnes âgées redeviennent des matinales. Une personne âgée redevient en structure neuro un couche-tôt, lève-tôt. Vous remarquez, les papis et les mamies, c'est difficile pour eux de regarder la télé jusqu'à la fin du film. Les papis et les mamies, vous les retrouvez à 8 heures du matin aux caisses de supermarché. Et c'est normal dans le sens où, eh ben, en effet, je suis très matinal pour certains. D'accord? Autre problème, c'est qu'en effet, pour, pour certains, il y a le problème des siestes longues. Qu'on s'entende bien, une personne âgée n'a pas nécessairement besoin de beaucoup moins de volume de sommeil. Peut-être que ça tombe au lieu de 7h30 à 7h, 6h30, mais c'est pas un changement qui est finalement fondamental. C'est pas une révolution, quoi. D'accord? Par contre, en effet, le problème quand on devient une personne âgée, c'est on fait un peu moins de sommeil lent profond, on va avoir une augmentation du sommeil lent léger, ça c'est un problème, ce qui veut dire plus de réveillabilité, je ne sais pas trop si ça se dit, mais on risque de se réveiller plus souvent, donc ça veut dire possiblement une moins bonne qualité de récupération, et le problème qui se pose, c'est que du coup, bah, vu que je suis un peu fatigué en journée, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais la sieste.
Et le problème, c'est que je vais faire des siestes longues parce que j'ai le temps de le faire. Autrement dit, je vais faire des siestes globalement qui ne sont plus tellement des siestes de compensation, mais plutôt des siestes d'anticipation sur la nuit suivante. Et vous allez avoir des gens, parce que si vous vous levez, qu'on comprenne bien, si vous vous levez le matin avec un besoin de sommeil de 7 heures, d'accord? Que vous endormez déjà 2 heures la journée, combien de temps je vais dormir la nuit d'après du coup? Bah, plus que 5 heures, on est d'accord. Et c'est pour ça qu'on va avoir une augmentation aussi du temps de sommeil léger. J'ai moins besoin de dormir en sommeil récupérateur. Donc ça veut dire que on a ce double problème d'une personne qui est matinale et en plus de ça qui se couche en ayant déjà dormi un peu la journée, ce qu'il aurait dû dormir la nuit. Vous captez un peu ça? Et donc ce qui fait qu'à 4 heures du matin, la nuit, elle est finie. Mais en réalité, ce n'est pas un problème trop de quantité. La quantité, oui, peut-être un peu moins, mais pas tant que ça. Donc ça veut dire que, et merci pour cette question, qu'on va se faire une conclusion là-dessus, faire une sieste longue où on dort vraiment, parce que la plupart du temps, la sieste, je ne dors pas, je suis que au repos. Mais si je dors, cette pratique de sieste-là est interdite, j'ai bien dit interdite, pour les insomniaques. Si je n'arrive pas à dormir la nuit, je ne dois pas dormir la journée. Mauvais plan. Je dois me coucher avec un besoin de dormir la nuit. Ça va? Sinon, c'est un problème de désynchronisation, quelque part. Très Donc, bien. merci d'avoir posé cette question. Merci Sébastien pour la présentation. Est-ce que vous pouvez remettre, s'il vous plaît, les slides? Parce qu'il y a un QR code qu'ils doivent scanner pour le prochain webinaire. Ah Et de oui. mon côté, donc j'espère que le webinaire vous a plu et surtout qu'il vous a été utile. Merci à Sébastien pour ce webinaire et du coup pour cette belle présentation. Pour ma part, je vous donne déjà rendez-vous le 6 août. Alors, il y a une slide de Willy, s'il te plaît, Sébastien. Parfait. Donc, pour ma part, je vous donne déjà rendez-vous le 6 août à la même heure pour un webinaire pour apprendre à lire les étiquettes nutritionnelles. Lors de ce webinaire, vous pourrez justement comprendre ce que vous mangez pour mieux prendre soin de vous. Donc, vous apprendrez aussi à déchiffrer les informations nutritionnelles pour faire les choix les plus sains et équilibrés au quotidien. Donc, pour vous inscrire dès aujourd'hui, je vous invite à scanner le QR code qui est disponible à l'écran. Et je vous rappelle que le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube Service au pluriel Wedi. Vous recevrez un email de notre part avec le lien d'accès dès demain. Et juste avant de vous laisser, vous avez la possibilité de co-construire nos webinaires en répondant au questionnaire de satisfaction qui s'affichera directement à la fin de ce webinaire. Merci pour vos précieux retours et pour vos suggestions et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Bonne journée. Allez, merci tout le monde.